Certains noms et détails de cette histoire ont été modifiés afin de préserver l'anonymat et la confidentialité. Toutes les photographies ne proviennent pas de la scène réelle. Le 15 octobre 2015, à 19h42, un bruit sec a rompu le silence dans la banlieue de Newcastle, en Virginie. Il ne s'agissait pas d'un coup de feu ou d'un cri, mais de la vibration habituelle d'un téléphone portable provenant des profondeurs d'une benne à ordures rouillée près d'une station-service abandonnée. L'endroit est évité par les habitants, l'asphalte défoncé, l'odeur de mazout et de feuilles pourries créent une atmosphère de désespoir total. L'inspecteur de la police du district, arrivé sur place grâce aux coordonnées reçues du service cybernétique, écarte avec précaution un morceau de carton pourri. Parmi les déchets ménagers et la saleté se trouvait un petit paquet qui brillait à la lumière de la lampe de poche. Il s'agissait d'une feuille d'aluminium soigneusement enveloppée dans plusieurs couches de polyéthylène. Lorsque le policier a découpé le plastique, l'écran du smartphone iPhone 5 s'est éclairé d'une lumière blanche et froide. Il n'y avait qu'une seule photo sur l'écran, prise 2 heures avant que l'appareil ne finisse à la poubelle. Ce que l'inspecteur a vu l'a fait retenir son souffle. La photo représentait une femme qui avait disparu il y a exactement 1 an et qui était présumée morte. Elle était agenouillée dans une fosse, émaciée au point d'être squelettique, le crâne rasé et une lourde chaîne autour du cou. Mais ce n'est pas ce qui est le plus terrifiant. À l'arrière-plan, appuyé sur une pelle, se tenait sa meilleure amie, en bonne santé, propre et arborant un sourire subtil et inquiétant. Cette image a transformé l'affaire de l'accident en l'une des enquêtes les plus brutales de l'histoire de l'État. Le 15 octobre 2014, la matinée en Virginie est fraîche et brumeuse. Une voiture avec 3 passagères s'arrête sur le parking au départ du sentier de randonnée Dragon's Tooth Trail. Cet endroit, connu pour ses pics rocheux escarpés et son terrain difficile, attire des centaines de randonneurs, mais ce jour-là, la forêt semble particulièrement lugubre. 2 vieilles amies descendent de la voiture, Rose Washington, 28 ans, Sherry Green, 30 ans, et leur camarade Karen Williams. Leur amitié dure depuis l'université, même si la vie les a menés dans des endroits différents. Rose a fait une brillante carrière d'architecte à la ville de Roanoke, tandis que Sherry a travaillé comme infirmière en soins intensifs, sauvant des vies. La troisième était Karen, professeure de yoga. Depuis 6 mois, elle se comportait de manière étrange. Elle évitait les entreprises bruyantes, répondait rarement au téléphone et vivait repliée sur elle-même. Cependant, c'est Karen qui est à l'origine de ce voyage. Elle a insisté pour faire une randonnée de purification. Pas de téléphone, pas d'internet, pas de communication avec le monde extérieur, juste le silence des montagnes et l'unité avec la nature. À 8h15 du matin, le groupe est repéré par un garde forestier au stand d'information situé au début du sentier. Dans son rapport, il notera plus tard que les femmes semblaient bien préparées. Elles portèrent des chaussures de trekking professionnelles et des sacs à dos conçus pour une randonnée de 3 jours avec nuitée. Le garde forestier a échangé quelques mots avec elles sur les prévisions météorologiques, les avertissant de la possibilité d'un vent sur la crête. Les femmes acquiescèrent, resserrèrent les sangles de leurs sacs à dos et s'enfoncèrent dans la forêt. C'est la dernière fois que l'on a vu Rose, Sherry et Karen vivantes. L'alerte a été donnée seulement 5 jours plus tard, le 20 octobre 2014. Rose Washington, connue pour sa ponctualité et son sens des responsabilités, ne s'est pas présentée au bureau d'architecte. Son téléphone est éteint. Le soir même, les parents de Sherry Green ont contacté la police, affirmant que leur fille devait revenir le 18 octobre, mais qu'elle n'avait jamais été contactée. La police du comté de Roanoke a immédiatement signalé la disparition des 2 femmes. Une opération de recherche à grande échelle a débuté à l'aube du 21 octobre. Des dizaines de policiers, des gardes forestiers américains et des centaines de bénévoles ont passé au peigne fin les forêts denses de la forêt nationale de Jefferson. Des hélicoptères, équipés de caméras thermiques, ont pris l'air et ont tourné autour de la chaîne de montagnes Cove pendant des heures, essayant de capter la chaleur des corps humains parmi les roches froides. Cependant, la densité du couvert végétal et la difficulté du terrain ont rendu les recherches aériennes presque impossibles. La première découverte, et peut-être la plus surprenante, attendait les enquêteurs dès le début. La voiture de la femme était garée sur le même parking que celui où elle avait été vue pour la dernière fois. Elle était fermée à clé, les pneus étaient intacts et il n'y avait pas de dégâts extérieurs. Lorsque les policiers ont ouvert la porte, il n'y avait aucun signe de lutte à l'intérieur. Pas de sang, pas d'objets éparpillés. L'intérieur donnait l'impression que les passagers étaient là partis 1 minute et s'apprêtaient à revenir. Mais l'inspection de la boîte à gants a tout changé. L'inspecteur qui a procédé à la fouille a trouvé le permis de conduire et le passeport de Karen Williams. Les documents avaient été déchirés en petits morceaux et transformés en un tas de déchets de plastique et de papier. À côté d'eux se trouvaient ses cartes bancaires, soigneusement coupées en 2 avec des ciseaux. On n'aurait pas dit qu'un cambrioleur l'avait fait, car les objets de valeur étaient toujours là. Cela ressemblait à une destruction rituelle de sa propre identité, un rejet délibéré de son nom et de sa vie passée.
Ce détail a donné une teinte étrange à l'affaire, la transformant d'une disparition ordinaire en quelque chose de beaucoup plus sombre. La deuxième chose étrange s'est produite pendant le travail des maîtres chiens. Les chiens ont retrouvé la trace de la voiture et ont conduit avec assurance le groupe de chercheurs sur le sentier principal. Mais pas jusqu'au sommet de Dragon's Tooth où les accidents se produisent de souvent. Le sentier s'est interrompu bien plus tôt, près d'une branche discrète, envahie par les arbustes. Ce vieux sentier ne figurait sur aucune carte touristique moderne et menait à un réseau de chemins forestiers abandonnés qui n'avaient pas été utilisés depuis des décennies. Les chiens tournaient en rond, en gémissant, mais refusèrent d'aller plus loin. Comme si les femmes s'étaient simplement évanouies dans la nature ou avaient embarqué dans un autre véhicule à cet endroit précis de la forêt. Des semaines ont passé et la forêt n'a pas abandonné ses captives. Les équipes de recherche vérifient de chaque crevasse, grotte et ravin dans un rayon de 10 miles, mais ne trouvent donc pas le moindre vêtement ni la moindre trace de feu. En décembre 2014, l'espoir de retrouver les femmes vivantes était perdu. Les recherches officielles ont été interrompues en raison de la détérioration des conditions météorologiques. La police avance deux versions principales. La première est celle d'un accident. Les femmes se sont écartées de l'itinéraire, se sont perdues et sont tombées dans une gorge isolée où leurs corps ont été recouverts de neige. La seconde est celle d'un crime. Une rencontre avec un vagabond ou un criminel inconnu qui aurait profité de l'éloignement de la forêt pour attaquer. Mais aucune preuve ne vient étayer l'une ou l'autre de ces théories. Le cas de Rose Washington, Sherry Green et Karen Williams a été considéré comme suspendu. Les dossiers contenant les éléments de l'enquête reposent sur les étagères des archives, couverts de poussière, et la forêt de Jefferson replonge dans son silence séculaire, cachant le secret des trois amis. Cette histoire semblait s'être terminée sans jamais avoir commencé, mais exactement un an plus tard, un appel téléphonique allait obliger les détectives à rouvrir l'affaire. Le 15 octobre 2015, exactement 365 jours après, que le SUV argenté a pénétré pour la dernière fois dans le parking de Dragon's Tooth, l'affaire que la plupart des détectives avaient mentalement enterrée a pris une nouvelle tournure choquante. Le bureau du shérif du comté de Craig était en pleine routine, les agents remplissant des rapports sur les petits vols et les accidents de la route, et le vieux climatiseur ronronnant de façon monotone pour disperser l'air vicié. Cette tranquillité a été rompue à 14h12 lorsqu'un appel de l'unité de lutte contre la cybercriminalité de l'État est arrivé sur la ligne de communication spéciale. La voix à l'autre bout du fil était tendue et anormalement rapide. L'officier de service qui a répondu à l'appel a d'abord pensé qu'il s'agissait d'une erreur, car ce qu'on lui disait contredisait toutes les lois de la logique. Le téléphone portable de Rose Washington, un iPhone 5, que l'on croyait éteint, déchargé ou détruit depuis un an, est soudain apparu en ligne. Un système de surveillance électronique mis en place pour rechercher l'identifiant unique de l'appareil a détecté un signal actif. C'était comme un appel de l'autre côté. L'appareil ne s'est pas seulement allumé pendant un instant, il a envoyé un signal constant à la tour de téléphonie mobile la plus proche, transmettant ses coordonnées exactes. Cependant, le signal ne provenait pas des forêts profondes du parc national de Jefferson, où les trois femmes s'étaient perdues un an plus tôt. Le point sur la carte émettait des pulsations à la périphérie de Newcastle, en Virginie, à 20 miles de l'endroit où elles avaient disparu. L'inspecteur chargé de l'enquête a immédiatement alerté la task force. La situation exige une réponse immédiate, car la batterie du téléphone, inutilisée depuis un an, peut s'épuiser à tout moment. Les techniciens ont prévenu que le signal durait depuis 2 minutes. Le temps presse. Les voitures de police, toutes sirènes allumées, roulaient à toute allure sur les routes défoncées du comté, dégageant des nuages de fumée. Chaque seconde de retard pouvait coûter des vies si Rose était encore en vie et essayait d'appeler à l'aide. Mais à 14h16, soit exactement 4 minutes après sa mise en ligne, le signal disparut aussi soudainement qu'il était apparu. L'écran du cyberdépartement est redevenu noir. Les coordonnées conduisaient de l'équipe à une zone industrielle sinistre à la périphérie sud de Newcastle. C'était un endroit où l'on jetait les déchets de construction et les vieilles voitures, un quartier d'entrepôts oubliés et de hangars rouillés. Au centre de ce terrain vague se trouvait une station-service Blue Ridge Fuel abandonnée depuis longtemps. L'enseigne avait pâli au soleil, les fenêtres étaient recondamnées, l'asphalte était fissuré et envahi par les mauvaises herbes. Il n'y avait pas âme qui vive. Le silence de l'endroit était lourd et oppressant, comme si la terre elle-même cachait les sales secrets de quelqu'un. Les inspecteurs, armes au poing, ont commencé à passer la zone au peigne fin en se concentrant sur les dernières données de géolocalisation. Le point pointait vers l'arrière-cour de la station-service où se trouvaient plusieurs conteneurs à ordures débordants. L'odeur de pourriture et de produits chimiques est insupportable. L'un des conteneurs, couvert de rouille, était à moitié rempli de sacs de déchets de construction. Les agents ont commencé à démanteler les décombres avec précaution. À une profondeur d'environ 2 pieds,
Parmi les fragments de placoplâtre et les vieux chiffons, le détective remarque un objet étrange qui se détache de l'image générale du chaos. Il s'agit d'un petit paquet qui brille sous le soleil d'automne. Quelqu'un avait soigneusement, presque avec une précision chirurgicale, enveloppé l'objet dans plusieurs couches de papier d'aluminium alimentaire épais et l'avait recouvert d'un polyéthylène noir épais et de ruban adhésif. Les enquêteurs ont immédiatement compris le but de cette construction. Il s'agissait d'une cage de Faraday rudimentaire mais efficace, conçue pour bloquer complètement les signaux radio. Le téléphone était dans ce cocon depuis longtemps, isolé du monde extérieur. La personne qui l'a jeté là l'a fait délibérément. Elle a déballé la feuille d'aluminium, allumé l'appareil et l'a jeté à la poubelle, sachant que la police capterait le signal. Il ne s'agissait pas d'un geste de désespoir, mais d'un message de sang-froid. La découverte a été immédiatement confiée aux experts de la police scientifique qui sont arrivés sur les lieux à bord d'une camionnette spéciale. Le téléphone, un iPhone 5 blanc, dans un étui transparent, était étonnamment en bon état, sans rayures ni fissures. Sa batterie était sur le point de se décharger complètement. Après avoir branché l'appareil sur une alimentation externe, les spécialistes ont commencé à déchiffrer le mot de passe. La tension parmi les personnes présentes augmentait de minute en minute. Lorsque le cadenas a été retiré, les détectives se sont penchés sur le petit écran en retenant leur souffle. Le journal des appels est vide. Il n'y avait aucun message. La galerie de photos, qui avait probablement contenu des instantanés de la vie heureuse de Rose, avait été nettoyée. Toutes les vieilles photos avaient été supprimées. Il ne restait plus qu'un seul fichier dans la mémoire du téléphone. Une seule photo. Les métadonnées indiquèrent que la photo avait été prise aujourd'hui, le 15 octobre 2015, à 12h15, exactement 2 heures avant que le téléphone ne finisse à la poubelle. Ce que la police a vu sur l'écran a fait reculer d'horreur même les enquêteurs vétérans. L'image ne ressemblait pas à la réalité, elle ressemblait à une scène de film d'horreur, mais malheureusement, elle était réelle. Au premier plan, occupant la majeure partie du cadre, se trouvait Rose Washington agenouillée. Mais il était presque impossible de reconnaître l'ancienne belle architecte dans cette créature. Elle avait l'air d'avoir 10 ou même 15 ans de plus. Son visage était émacié au point de ressembler à un crâne couvert d'une peau terreuse. L'épaisse chevelure sombre dont elle était si fière avait été rasée grossièrement par plaques à la racine, révélant un crâne couvert de nombreuses écorchures. La femme se tenait dans une fosse profonde et humide, enfoncée dans la boue jusqu'aux genoux. Une lourde chaîne industrielle, rouillée, pendait autour de son cou, ses maillons s'enfonçant dans sa fine clavicule. Ses yeux regardèrent l'objectif, mais ils ne contenaient ni espoir ni peur, seulement le vide et la fatigue infinie d'une personne qui a déjà franchi la limite de la folie. Mais le véritable choc est provoqué par ce qui se passe à l'arrière-plan de cet horrible portrait. Derrière Rose, au bord de la fosse, se tenait un autre personnage. C'était une femme et elle contrastait fortement avec sa captive. Elle était vêtue de vêtements propres et soignés, faits d'un tissu rugueux et non peint, semblables aux vêtements des fermiers du siècle dernier. Elle avait l'air en bonne santé, forte et bien nourrie. Ses mains tenaient calmement le manche d'une pelle dont la lame était plantée dans la terre fraîche. La femme regardait directement la caméra, son visage rayonnait d'un calme absolu et un demi-sourire subtil et inquiétant se dessinait sur ses lèvres, ce qui glaçait le sang de l'enquêteur. Les inspecteurs la reconnaissent instantanément, même si leur esprit refuse d'accepter ce fait. C'était Karen Williams, l'amie qui avait été pleurée pendant 1 an comme la victime innocente d'un maniaque inconnu. À présent, elle se tenait sur la tombe de son ami, non pas en tant qu'otage, mais en tant que bourreau. Chers amis, avant de continuer à démêler cet écheveau de secrets, je vous demande de vous abonner à la chaîne, d'aimer cette vidéo et d'écrire un commentaire. Votre activité est un signal pour les algorithmes de YouTube que ce contenu vaut la peine d'être regardé. C'est grâce à vos likes et à vos commentaires que davantage de personnes pourront voir cette vidéo et que cette histoire ne restera pas lettre morte. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et revenons maintenant à l'enquête. Un simple fichier numérique trouvé dans une benne à ordures a instantanément bouleversé toutes les versions précédentes de l'enquête. La théorie d'un maniaque solitaire ou d'un vagabond aléatoire attaquant 3 femmes sans défense dans les bois s'est effondrée en poussière. La photographie démontrait clairement l'horrible réalité. Karen Williams était vivante. De plus, elle avait l'air en bonne santé, libre et, ce qui est le plus effrayant, elle contrôlait la situation. La pelle qu'elle tenait dans les mains et son regard calme indiquaient qu'elle n'était pas une victime, mais une complice, voire une geôlière, de ses anciens amis. Cette découverte a amené les enquêteurs à considérer la personnalité de Karen sous un angle complètement différent. L'équipe d'enquêteurs a immédiatement demandé à avoir accès à tous les dossiers d'archives relatifs à la vie de Karen Williams avant sa disparition. Si la police cherchait auparavant des traces d'ennemis extérieurs, elle s'est mise à rechercher des arrière-pensées au sein même du groupe. L'analyse de l'activité financière de la femme a donné le premier signal d'alarme.
Les relevés bancaires montrent qu'un mois exactement avant la randonnée fatale, Karen avait effectué une transaction importante. Elle a fermé son compte d'épargne, transférant toutes ses économies, un montant de 40 000 $, sur un compte ouvert auprès d'une organisation peu connue. Le destinataire du paiement était une organisation à but non lucratif appelée The Rooted Path, ce qui signifie chemin enraciné. Une enquête plus approfondie a révélé que l'organisation était enregistrée au nom de Silas Vance. Ce nom ne disait rien aux enquêteurs, il n'apparaissait pas dans les bases de données criminelles. Cependant, l'adresse légale de l'organisation, indiquée dans les documents d'enregistrement dans la ville de Richmond, s'est avérée être une impasse. Les agents qui s'y sont rendus n'ont trouvé qu'une boîte aux lettres dans un centre commercial. The Rooted Path n'existait que sur le papier, sans bureau officiel ni personnel, signe classique d'une structure fictive ou d'une secte fermée. Tandis que les analystes financiers examinaient les flux de trésorerie, les experts en cybersécurité travaillaient sur la même photo que celle trouvée sur le téléphone. Les métadonnées de l'image ont été conservées. Les coordonnées du système de positionnement global, GPS, indiquaient un point précis sur la carte, situé au cœur du comté de Blacksburg, à la frontière de la Virginie occidentale. Il s'agit d'une région montagneuse et isolée, rarement visitée par les voyageurs occasionnels. D'après les cartes cadastrales, ce terrain appartenait à une ancienne scierie qui avait cessé ses activités dans les années 80 du siècle dernier. Aujourd'hui, ce territoire a le statut de propriété privée et est connu sous le nom de Evergreen Sanctuary, ou Sanctuary of the Evergreens, sanctuaire des arbres à feuilles persistantes. Le propriétaire du terrain était la même fondation que celle à laquelle Karen avait transféré son argent. Les inspecteurs ont contacté leurs collègues de la police locale du comté de Blacksburg pour en savoir plus sur le lieu. Les informations qu'ils ont reçues étaient inquiétantes. Les officiers ont rapporté que le sanctuaire était une communauté fermée qui vivait selon ses propres règles et refusait catégoriquement tout contact avec le monde extérieur. Pour les habitants de la région, cet endroit portait un autre nom officieux, la ferme des silencieux. Les agriculteurs dont les terres bordent le territoire de l'ancienne Syrie racontent des histoires étranges. Ils affirmaient que de temps à autre, des camions transportant des matériaux de construction et des produits passaient, mais que personne n'avait jamais vu quelqu'un quitter le site. Des chauffeurs livrant des marchandises ont déclaré qu'ils étaient accueillis par des hommes armés à l'entrée, qu'ils déchargeaient dans le silence le plus complet et qu'ils avaient reçu l'ordre de partir immédiatement. Le territoire du sanctuaire a été transformé en une véritable forteresse. Le périmètre est entouré d'une haute clôture sur laquelle sont tendues plusieurs rangées de fils barbelés. Des caméras de vidéosurveillance sont installées aux quatre coins du site et la seule entrée est bloquée par un énorme portail métallique. Aucun habitant n'osait s'approcher de la clôture car des rumeurs circulaient sur la présence de gardes agressifs et de chiens méchants. C'était l'endroit idéal pour cacher des personnes afin que personne ne les trouve jamais. Après avoir reçu ces informations, le détective a compris qu'il ne s'agissait pas seulement d'un enlèvement, mais d'une structure bien organisée. Karen Williams ne s'est pas contentée de conduire ses amis dans les bois, elle les a entraînés dans un piège qu'elle avait préparé à l'avance en payant son droit d'entrée de 40 000 $ et 2 vies humaines. La police a commencé à préparer un mandat de perquisition et à mobiliser un groupe de forces spéciales, consciente qu'elle ne pourrait pas pénétrer pacifiquement sur le territoire de la Sealand Farm. Mais ils ne se doutaient pas qu'en ce moment même, derrière une haute clôture, on préparait leur visite. Le 20 octobre 2015, à 5h30 du matin, le brouillard sur le comté de Blacksburg était si épais que la visibilité était inférieure à 10 mètres. Dans cette pénombre, un convoi de 10 véhicules blindés noirs du Federal Bureau of Investigation et de 2 fourgons lourds du SWAT de la police d'État s'est avancé silencieusement sur le chemin de terre jusqu'aux portes du sanctuaire des Evergreens. L'opération, dont le nom de code était Dawn, était préparée dans la plus stricte confidentialité. Les dirigeants ont compris que toute fuite d'informations pouvait conduire au suicide collectif des membres de la secte ou à la destruction des otages, s'ils étaient encore en vie. À 5h45, des paires de tireurs d'élite ont pris position sur les collines boisées entourant le périmètre du domaine. À travers leurs jumelles, les observateurs ont vu une image sinistre qui rappelle les images des documentaires sur les camps de travail. Sur le territoire de l'ancienne Syrie, 3 longs baraquements en bois recouverts d'ardoises rouillées ont été construits. Un peu plus loin, à la lisière de la forêt, se trouvait une vieille grange branlante dont les portes étaient clouées par des planches croisées. Au centre du complexe se trouve un bâtiment principal de 2 étages, rénové et fortifié comme un bunker de commandement. Malgré l'heure matinale, la vie au sanctuaire bat son plein. Des gens travaillaient dans les champs entourant les bâtiments résidentiels. Environ 2 douzaines de personnes, vêtues de vêtements gris amples et identiques, labouraient silencieusement le sol à l'aide de houes. Leurs mouvements étaient de mécanique, dépourvus de toute personnalité. Ils ne se parlent pas et ne lèvent même pas la tête.
Parmi ces fantômes gris, les agents ont tenté de distinguer les visages familiers de Rose Washington ou de Sherry Green, mais en vain. Les femmes disparues, il y a un an, ne travaillèrent pas sur le terrain. L'anxiété des chefs d'équipe d'assaut s'en trouve accrue, car l'absence de contact visuel peut laisser présager le pire. À 6 heures, le silence est rompu par le grondement des grenades assourdissantes. Un véhicule blindé, Bear, a démoli l'imposante porte métallique, ouvrant la voie aux équipes d'assaut. Des agents en tenue tactique font irruption dans la cour en criant « Agents fédéraux, à terre !» La réaction des habitants de la commune est inattendue. Les hommes en gris ne s'enfuient pas et ne tombent pas à terre. Ils se sont simplement figés, tête baissée, et ont continué à se tenir debout comme des statues, ignorant le chaos qui régnait autour d'eux. Seuls les gardes ont résisté. 2 hommes, en tenue de camouflage, qui étaient de service à l'entrée du bâtiment principal, ont levé leurs fusils de chasse. Cependant, leurs intentions furent immédiatement étouffées. Les tireurs d'élite ont ouvert le feu sur leurs armes et leurs jambes et, en quelques secondes, les 2 gardes ont été neutralisés. L'équipe d'assaut, cachée derrière des boucliers balistiques, se dirige vers le porche du bâtiment principal. La porte s'est ouverte sous l'effet du bélier et les forces spéciales ont envahi les couloirs du premier étage. À l'intérieur, la maison principale est étonnamment différente des baraquements sordides qui se trouvent à l'extérieur. L'endroit est confortable. Tapis coûteux, meubles anciens, odeur d'encens et de café fraîchement préparé. Au 2e étage, dans un bureau spacieux avec vue sur les montagnes, les agents ont trouvé leur cible principale. Silas Vance, le chef de la secte, âgé d'une 50aine d'années, est assis dans un profond fauteuil en cuir. C'est un homme de grande taille, aux cheveux grisonnants sur les tempes et au regard perçant, qui, selon d'anciens adeptes, est capable de soumettre la volonté de son interlocuteur en quelques minutes. Il prêchait l'idée de renoncer à l'ego par la souffrance, convainquant ses disciples que la douleur était le seul moyen d'atteindre la pureté. Vance n'a pas cherché à s'échapper et n'a pas sorti d'armes. Il a regardé les hommes armés avec un dédain mal dissimulé, comme si leur présence n'était qu'un obstacle malheureux dans son grand plan. Mais le plus grand choc pour les agents a été la personne qui se tenait à côté de lui. Karen Williams se tenait près de la chaise du chef, la main posée sur son épaule. La femme que la police recherchait comme victime d'un enlèvement avait l'air tout à fait calme. Elle portait une robe de lin propre, ses cheveux étaient soigneusement attachés et une amulette en bois, symbole de l'organisation Rooted Path, pendait autour de son cou. Lorsque l'officier leur a ordonné de lever les mains et de s'agenouiller, Karen n'a même pas bougé. Son regard était clair, mais il n'y avait aucune reconnaissance de la réalité. Elle a regardé les commandos, comme s'il s'agissait d'enfants stupides qui avaient pénétré dans une église. Selon le rapport du commandant de l'équipe de capture, Karen n'a pas résisté physiquement lors de l'arrestation, mais ses paroles ont fait taire les agents les plus expérimentés. Lorsque les menottes ont cliqué sur ses poignets, elle a parlé doucement mais clairement. « Vous ne comprenez pas ce que vous faites. Vous interrompez le processus de rédemption. Nous y sommes presque. » Silas Vance et Karen Williams sont escortés hors de la maison et montés dans des voitures de patrouille différentes. Vance resta silencieux, conservant son masque de prophète arrogant, tandis que Karen continuait à murmurer des prières ou des mantras en fixant un seul point. Pendant ce temps, le gros du groupe a évacué les baraquements. Tous les résidents avaient été arrêtés, mais il régnait parmi eux une étrange apathie. Personne n'a demandé d'avocat, personne n'a pleuré. Il s'agissait de personnes à l'esprit brisé, qui avaient perdu la capacité de penser par elles-mêmes. Cependant, la question principale reste sans réponse. Rose Washington et Sherry Green ne se trouvaient ni dans la maison principale, ni dans les baraquements. Le périmètre est totalement sous contrôle, chaque buisson et chaque recoin sont vérifiés. Le commandant de l'opération annonce à la radio la détention des leaders, mais sa voix est alarmée. Si les femmes ne faisaient pas partie des habitants de la commune, cela signifiait qu'elles étaient détenues dans un endroit séparé ou que la police arrivait trop tard. L'attention de tous les agents s'est involontairement portée sur le dernier bâtiment non contrôlé sur le territoire du complexe. Une vieille grange délabrée se dressait sur le côté, à l'orée de la forêt, et ses portes massives étaient verrouillées de l'extérieur par un lourd cadenas qui semblait trop récent pour une structure aussi ancienne. La vieille grange, qui se trouvait à l'écart de la maison principale et des baraquements résidentiels, ressemblait à une relique d'une époque révolue. Ses murs en bois étaient noircis par le temps et l'humidité, et le toit s'était effondré par endroits, laissant apparaître des chevrons pourris. Cependant, le cadenas massif de la porte d'entrée avait l'air suspicieusement neuf et gardait fidèlement ce qui était caché à l'intérieur. Lorsque les commandos ont coupé l'anse à l'aide de cisailles hydrauliques et ont poussé la lourde porte, ils ont été accueillis par une épaisse odeur de moisissure, de vieux foin et de quelque chose de doux comme de la pourriture. Les faisceaux des lampes torches tactiques perçant la pénombre et permettent de distinguer des piles d'outils agricoles rouillés, de vieilles machines et des sacs au contenu inconnu. À première vue, la pièce semble vide et abandonnée. Cependant, le chien d'assistance,
Un berger allemand, nommé Rex, a commencé à s'agiter. Le chien tirait sa laisse vers le coin le plus éloigné de la grange, où se trouvait une grande plateforme en bois empilée de vieilles bâches et de caisses. Le maître chien fait signe au groupe et les deux agents commencent à déblayer les décombres. Sous l'amas de détritus, ils découvrent un contour carré dans le sol, habilement déguisé en lame de parquet ordinaire. Il s'agit d'une trappe recouverte de feutre pour l'insonorisation. Lorsqu'on la soulève, le froid et la puanteur des os usés s'échappent de l'ouverture noire. Un escalier en bois raide descendait et disparaissait dans l'obscurité totale. L'équipe commence à descendre. Ce qu'ils voient en bas ressemble à une prison médiévale ou au trou d'un animal prédateur. Il ne s'agissait pas d'une simple fosse, mais de tout un système de tunnels creusés à la main et de chambres en terre renforcées par des rondins de bois brut. Les murs étaient humides, de l'eau coulait du plafond, et le sol s'était transformé en un amas visqueux d'argile. Il n'y avait ni électricité, ni ventilation, ni égout. L'air était si lourd qu'il était difficile de respirer sans respirateur. Le long de l'étroit couloir, il y avait 3 portes faites de planches épaisses avec de petites fenêtres pour l'alimentation. La première cellule était vide. Dans la deuxième, il n'y avait qu'un vieux matelas couvert de moisissures. Lorsque l'agent a ouvert la 3e porte, le faisceau de la lampe de poche a permis d'apercevoir une silhouette humaine dans un coin. La femme était assise sur le sol en terre battue, les mains sur les genoux et le visage caché. Elle était vêtue de haillons qui avaient été des vêtements de touristes coûteux. Il s'agit de Sherry Green. L'état de la femme a choqué même les ambulanciers expérimentés qui sont descendus après l'équipe d'assaut. Elle était gravement déshydratée, sa peau était couverte d'ulcères, d'échymoses et de marques de coups. Sherry n'a pas répondu à son nom. Lorsque la lumière de la lampe de poche a touché son visage, elle a commencé à émettre des sons semblables aux gémissements d'un animal blessé et a mis ses mains sur ses yeux, essayant de se cacher de la luminosité qu'elle n'avait pas vue depuis des mois. Elle est psychologiquement brisée. Son esprit, incapable de résister à la torture et à l'isolement, s'est réfugié au plus profond d'elle-même, ne laissant subsister que ses instincts primitifs de peur. Les médecins l'installent avec précaution sur une civière en essayant de ne pas la faire souffrir inutilement et commencent à la remonter à la surface. Mais la joie du sauvetage fait rapidement place à l'inquiétude. Rose Washington n'est pas au sous-sol. Les commandos vérifient les moindres recoins du donjon, tapotent de les murs à la recherche de cachettes, mais le 3e membre du voyage a disparu sans laisser de traces. Dans les cellules, ils n'ont trouvé que des chaînes, des bols de nourriture séchée et un seau qui servait de toilette. Il est apparu que 2 femmes étaient nos détenues ici, mais l'une d'entre elles avait été emmenée plus tôt. L'inspecteur Mark Sullivan, qui dirigeait l'opération sur le terrain, a senti un frisson lui parcourir l'échine. Il sort de la grange en courant et se dirige vers la voiture de patrouille où Karen Williams est retenue. La femme est assise sur la banquette arrière, regardant par la fenêtre l'agitation des agents avec la même expression indifférente sur le visage. Sullivan ouvrit brusquement la portière et sans dire un mot, brandit son téléphone face à elle avec la photo qu'il avait trouvée dans la poubelle hier. Sur l'écran, on voyait une Rose épuisée dans un trou, avec Karen derrière elle avec une pelle. La réaction de Karen fut si calme qu'elle frôla la folie. Elle tourne lentement son regard de l'écran vers le détective, les yeux clairs et vides. Il n'y avait ni peur ni regret dans sa voix, juste un constat froid, comme si elle parlait d'un objet endommagé, et non d'une personne avec laquelle elle était amie depuis 10 ans. Rose n'a pas été purifiée, dit-elle doucement. Son ego était trop fort. Elle s'est accrochée au passé, à sa vie futile dans un monde de mensonges. Elle a refusé d'accepter le cadeau de Silas. Nous l'avons rendue à la terre. Elle est devenue une partie des racines. Ces mots sonnaient comme une phrase. À ce moment-là, le puzzle s'est enfin assemblé en une image horrible. Karen Williams n'était pas une victime contrainte de rejoindre une secte sous la pression. C'était une prédatrice. Toute la campagne de purification était une opération de recrutement soigneusement planifiée. Elle a utilisé la confiance de ses amis pour les attirer dans un piège. Dans la hiérarchie de la secte Rooted Path, le statut d'un adepte dépendait du nombre de âmes fraîches qu'on lui apportait. Karen voulait s'élever plus haut, se rapprocher du chef, et pour cela, elle a offert la vie de 2 de ses amis les plus proches à Silas Vance. Elle ne s'est pas contentée de les regarder souffrir, elle a été l'architecte de leur enfer. Sullivan a claqué la portière de la voiture, essayant de contenir sa rage. Les mots « rendus à sa terre » ne pouvaient en signifier qu'une seule chose. Il regarda les alentours du sanctuaire, les champs où les hommes en gris travaillaient, il y a 1 heure, et la forêt qui s'approchait de la clôture. Quelque part là-bas, dans le sol froid du comté de Blacksburg, se trouvait la réponse à la dernière question de cette enquête. Et le détective comprit qu'il ne leur restait plus de temps pour sauver Rose Washington. Il ne leur restait plus qu'à trouver l'endroit où son voyage terrestre s'était achevé. Immédiatement après la découverte de Sherry Green dans le donjon de la grange, la situation sur le territoire du sanctuaire est entrée dans une phase d'évacuation médicale d'urgence. La femme était en état de choc profond.
Ses signes vitaux étaient critiques. Son pouls était à peine palpable et sa déshydratation avait atteint le point où ses organes internes commençaient à lâcher. Les ambulanciers, travaillant sur place, ont décidé de ne pas attendre le transport terrestre. À 7h40 du matin, un hélicoptère de sauvetage s'est posé sur la pelouse devant la maison principale. Sherry est embarqué au son des turbines et en quelques minutes, l'appareil disparaît derrière la cime des arbres en direction du centre médical Carilion Roanoke. Les médecins de l'unité de soins intensifs se préparent déjà, sachant que le combat pour la vie de l'unique témoin sera long et difficile. Pendant ce temps, un silence inquiétant régnait à Sealand Farm, rompu uniquement par les clics des caméras de la police scientifique et de brefs ordres à la radio. Les agents fédéraux commencent à travailler méthodiquement avec la population de la commune. 2 douzaines de personnes en vêtements gris, sorties des baraquements, sont assises sur l'herbe, entourées d'officiers. Ce ne sont pas des criminels, mais des poupées cassées. La plupart d'entre eux étaient sous l'influence d'une forte suggestion psychologique, et certains étaient probablement sous l'influence de drogue. Ils regardèrent les agents avec des yeux vides, marmonnant des phrases mémorisées sur la purification et le retour aux sources. Les inspecteurs se rendent compte que le temps presse. Rose Washington n'a toujours pas été retrouvée. L'espoir qu'elle soit vivante s'évanouit à chaque minute, mais ils ont besoin d'un corps. Le déclic se produit à 11h du matin. L'un des plus jeunes membres de la secte, un homme de 25 ans nommé Jacob, qui avait rejoint la commune seulement 6 mois auparavant, n'a pas pu résister à la pression de la réalité. Lorsque l'agent du FBI puis lui montre la photo de Rose et lui demande où elle se trouve, Jacob se met à trembler et à pleurer. À travers ses larmes, il indique la direction des bois, derrière une vieille cabane à outils où sont entreposés des engrais et du matériel de jardinage. Ces paroles, consignées dans le rapport d'interrogatoire, ressemblent à une phrase « C'est là où la terre est fraîche, elle a fait son lit ». L'équipe médico-légale s'est immédiatement mise en route dans la direction indiquée. Derrière la grange, dans les buissons denses de framboises sauvages, le sol semblait effectivement perturbé. La couche de feuilles mortes était irrégulière et le sol était meuble et plus foncé que la zone environnante. Le maître chien a conduit le chien à l'endroit suspect et le chien a immédiatement donné un signal en s'asseyant au bord d'une colline à peine visible. Les experts ont délimité le périmètre avec du ruban jaune et ont commencé à creuser, ce qui ne leur a pas pris beaucoup de temps. À une profondeur d'1 mètre, la pelle a touché quelque chose de mou. Lorsque la couche de terre a été soigneusement enlevée, les enquêteurs ont découvert une scène horrible. Le corps d'une femme gisait recroquevillé dans un trou peu profond. Il s'agit de Rose Washington. Elle portait les restes des haillons que les enquêteurs avaient vus sur la photo du téléphone. Ses mains sont attachées derrière son dos par une corde grossière et une lourde chaîne rouillée pend encore autour de son cou, entaillant sa peau. Le corps n'était pas encore très décomposé, ce qui indique un décès récent. Un examen préliminaire effectué sur place par le médecin légiste et une autopsie complète pratiquée ensuite à la morgue ont permis d'établir l'heure exacte du décès. Rose Washington est décédée le 18 octobre 2015. Cela s'est passé 2 jours avant la prise d'assaut du sanctuaire. Cette information frappe les enquêteurs de plein fouet. Ils n'avaient que 48 heures de retard. Si le téléphone avait été allumé plus tôt, si les recherches avaient commencé au moins un jour plus tôt, Rose pourrait être à l'hôpital avec Sherry en ce moment même. La cause de la mort n'en est pas moins horrible. Les experts ont constaté une blessure massive à l'arrière de la tête, causée par un objet lourd et contondant, vraisemblablement une pierre ou un coup de pelle. Cependant, la cause immédiate de la mort est l'asphyxie mécanique, c'est-à-dire la strangulation. Elle a été assassinée cruellement et de sang-froid, sans aucune chance d'être sauvée. La découverte du corps a permis aux détectives de reconstituer entièrement les événements des derniers jours de la vie de Rose et de résoudre le mystère de la photographie. Les témoignages d'autres membres de la secte ont confirmé les pires suppositions. La photo trouvée sur le téléphone n'était pas seulement un moyen d'intimidation, il s'agit d'un reportage documentaire. Karen Williams a pris cette photo pour montrer au chef de la secte, Silas Vance, que les préparatifs de l'exécution se déroulaient comme prévu. Rose Washington a été contrainte de creuser sa propre tombe. Cette femme épuisée et malade a passé des heures à jeter de la terre, agenouillée dans le trou qui allait devenir sa dernière demeure, tandis que son ancienne meilleure amie regardait à travers l'objectif de la caméra, capturant un moment d'épuisement total et de résignation. Mais une question demeure, pourquoi avoir allumé le téléphone et l'avoir jeté pour que la police puisse le trouver? La réponse se trouve dans la psychologie du chef de la secte. Lors des interrogatoires des proches de Silas, il s'est avéré que cela faisait partie de son jeu pervers. Silas Vance, doté d'un narcissisme maniaque, estimait que son « empire » attirait trop l'attention. Au lieu de faire profil bas, il a décidé de provoquer une fin de partie. Il croit en son invulnérabilité et en son destin divin. Allumer le téléphone de Rose était un défi.
Vance a ordonné à l'un de ses hommes de main d'apporter l'appareil à Newcastle et de l'activer pour conduire la police jusqu'aux portes du sanctuaire. Il voulait que le monde voie sa création, son pouvoir sur la vie et la mort. Pour lui, l'assaut des forces spéciales n'était pas une défaite, mais l'aboutissement de ses enseignements, l'ultime épreuve de foi pour ses disciples. Il a sacrifié Rose comme un déchet qui ne pouvait être traité et a utilisé sa mort comme un signal annonçant le début de la fin. Alors que le corps de Rose Washington est emballé dans un sac noir et chargé dans la voiture du coroner, le soleil commence à se coucher derrière la chaîne de montagnes Cove, projetant de longues ombres sur le sol creusé derrière la grange. L'inspecteur Sullivan se tient au bord du trou, regardant la tombe vide. Il dispose désormais de toutes les preuves, le corps, l'arme du crime, la scène de crime et les témoins. Mais le principal mystère reste entier. Comment 3 femmes modernes et intelligentes sont-elles tombées dans ce piège il y a un an? Que s'est-il passé ce jour fatidique sur le sentier de la dent du dragon lorsque leur amitié s'est transformée en condamnation à mort? Une seule personne peut répondre à cette question, Sherry Green, qui lutte aujourd'hui pour sa vie dans l'unité de soins intensifs et dont la mémoire a conservé les détails les plus terribles de cette tragédie. Le 23 octobre 2015, 3 jours après l'assaut du sanctuaire, les premiers mots du témoin principal sont entendus dans le silence stérile de l'unité de soins intensifs du centre médical Carilion Roanoke. Sherry Green, littéralement ressuscitée par les médecins, reprend conscience pour la première fois et accepte de parler à l'inspecteur Mark Sullivan. Sa voix était faible comme un bruissement de feuilles sèches et sa gorge brûlait à cause des tubes de perfusion, mais sa mémoire, contrairement à son corps, a préservé chaque seconde de l'enfer qu'elle a dû traverser. Pendant 4 heures d'enregistrement continu, elle a raconté l'histoire, non pas d'un enlèvement, mais de la pire trahison imaginable. Selon le témoignage de Sherry, les événements du 15 octobre 2014 ne se sont pas déroulés comme l'enquête l'avait supposé. Le groupe ne s'est pas perdu et n'a pas rencontré un maniaque dans la forêt. Tout s'est déroulé comme prévu, mais ce n'était le plan que d'une seule personne, Karen Williams. Vers 11 heures du matin, alors que les femmes avaient franchi la partie la plus difficile de l'ascension de Dragon's Tooth, Karen s'est soudain arrêtée. Elle dit à ses amis qu'elle connaît un endroit secret, un point de vue caché avec une vue incroyable que les touristes ne connaissent qu'au pas et où ils pourraient prendre les meilleures photos du coucher de soleil. Rose et Sherry, faisant confiance à leur amie, acceptent de quitter le sentier balisé. Karen les a guidés avec assurance à travers la brousse dense, en descendant la pente jusqu'à un vieux chemin forestier moussu. Les femmes marchèrent pendant près d'1 heure, plaisantant et discutant de leurs projets pour la soirée. Mais lorsque la forêt s'est ouverte, au lieu d'une vue panoramique sur la vallée, elles ont vu une camionnette rouillée garée dans un cul-de-sac. 2 hommes armés se tenaient à côté du véhicule. Sherry se souvient qu'à ce moment-là, elle n'a pas eu peur, pensant qu'il s'agissait de gardes forestiers ou de chasseurs. Elle s'est retournée vers Karen, s'attendant à lire de la surprise ou de la peur sur son visage, mais Karen souriait. C'est le moment de vérité que Sherry décrit avec un tremblement dans la voix. Karen n'a pas couru, n'a pas crié, elle s'est approchée calmement des hommes armés, a serré l'un d'eux dans ses bras et a pris les liens en plastique à l'arrière de la camionnette. Elle s'est ensuite tournée vers ses amis, qui étaient sous le choc, et leur a ordonné de s'agenouiller. Lorsque Rose a tenté de résister et de demander ce qui se passait, Karen l'a giflé si fort qu'elle est tombée. « C'est pour votre bien, dit-elle. Je vous donne une chance d'être sauvée. » C'est Karen, et non les hommes, qui a serré les nœuds coulants en plastique autour des poignets de ses meilleurs amis, mettant fin pour toujours à une décennie d'amitié. La vie au sanctuaire s'est transformée en un cauchemar sans fin. Sherry a déclaré qu'elle n'était pas seulement détenue comme esclave, mais qu'on essayait de les forger à nouveau. Silas Vance, le chef de la secte, a créé un système où le travail physique était combiné à la torture psychologique. Les femmes sont forcées de travailler 18 heures par jour, porter des pierres, creuser des tranchées, cultiver la terre à main nue, mais le pire, ce sont les séances nocturnes. Il s'agissait d'interrogatoires de plusieurs heures au cours desquels les victimes étaient forcées de confesser des péchés fictifs tels que l'envie, l'orgueil et le fait de vouloir du mal à autrui. Karen Williams a pris une part active à cette torture. Elle n'était pas prisonnière, elle est devenue gardienne. Pour prouver sa loyauté au leader et monter dans la hiérarchie de la secte, elle a utilisé la connaissance qu'elle avait de ses amis contre eux. Elle connaissait toutes leurs peurs d'enfant, tous leurs complexes, tous leurs secrets, et elle appuyait impitoyablement sur les points les plus douloureux. Sherry se souvient que Karen se tenait au-dessus d'eux avec de l'eau froide ou un bâton, exigeant de plus en plus de confessions, appelant cela un acte d'amour et nettoyant l'âme de la saleté de la civilisation. Elle jouissait de son pouvoir, se transformant d'une tranquille instructrice de yoga en une sadique fanatique. Rose Washington n'a jamais craqué. Elle est la seule à avoir continué à résister bien qu'elle ait été affamée et battue.
Au cours de cette année, elle a tenté de s'échapper à 3 reprises. La première fois, elle a été attrapée par des chiens près de la clôture. La deuxième fois, elle a été trahie par une autre prisonnière qui espérait une portion supplémentaire de nourriture. La troisième tentative lui a été fatale. Rose a réussi à scier une planche du plancher de la baraque et à sortir pendant un orage, mais Karen, qui connaissait les habitudes de son amie, avait prévu son itinéraire et l'attendait à la sortie de la forêt. Sherry a été témoin de ce qui s'est passé après la troisième évasion. Il s'agissait d'un procès organisé par Silas Vance dans la grange principale. Rose, battue et ligotée, fut jetée au centre du cercle. Vance demande à l'Assemblée ce qu'il faut faire de la branche pourrie, qui refuse de s'enraciner sur l'arbre de la foi. Tout le monde est silencieux, les yeux baissés, puis Karen s'avance. Elle a regardé son ancienne amie avec qui elle avait partagé une chambre à l'université et l'a jugée sans l'ombre d'un regret. « Elle ne mérite pas d'être parmi nous », dit Karen. « Elle empoisonne le sol, elle a besoin d'une dernière purification. » C'est Karen qui a suggéré d'enterrer Rose après l'avoir obligée à se creuser un trou pour que la terre accepte son sacrifice. Sherry n'a survécu que parce qu'elle a choisi une autre voie. Elle s'est complètement soumise. Elle a brisé sa personnalité, devenant une ombre, une poupée silencieuse qui suivait tous les ordres. Elle a creusé, porté, prié et remercié ses tortionnaires pour chaque morceau de pain. Elle a vu Karen prendre des photos de Rose dans la fosse, l'a vue être conduite à l'exécution, mais n'a pas dit un mot. Sa peur de la mort était plus forte que son amitié et sa dignité. Les aveux de Sherry Green sont devenus la base sur laquelle le procureur a construit l'accusation. L'enquête disposait désormais d'un tableau complet du crime, des motivations et surtout de preuves directes de la complicité de Karen dans le meurtre. D'après les propos de Sherry, il était clair que Karen était le principal moteur de cette horreur, l'initiatrice des tortures et l'exécutrice de Rose. Mais il restait encore une dernière étape à franchir dans ce drame. Le procès promettait d'être tout aussi intense que l'enquête elle-même, car Karen Williams, même assise dans une cellule du centre de détention, continuait à croire en son innocence. Elle prépare son dernier discours, censé choquer le jury, et Sherry Green devra regarder dans les yeux la femme qui a tué son âme bien avant que la police n'ouvre la porte du sous-sol. Le 11 janvier 2016, le palais de justice du comté de Roanoke est entouré d'un cercle serré de journalistes et de camionnettes de télévision. L'affaire du sanctuaire des Evergreen a mis en émoi non seulement l'État de Virginie, mais aussi le pays tout entier. Les gens demandent des réponses. Comment un camp de concentration déguisé en éco-établissement peut-il exister au XXIe siècle, au nez et à la barbe des autorités? Silas Vance est le premier à être mis sur le banc des accusés. Le leader de la secte a refusé les services d'avocat commis d'office et a décidé de se représenter lui-même, transformant les audiences en un grotesque one-man show. Il tente d'utiliser la tribune, non pas pour se défendre, mais pour prêcher, parlant pendant des heures au jury du chemin vers les racines, de la purification par la douleur et de la lumière qui ne peut être éteinte. Vance s'est montré provocateur, interrompant le juge et qualifiant les procureurs de serviteurs aveugles du système. Cependant, son charisme, qui avait si facilement brisé la volonté de ses captifs épuisés dans la forêt, a été réduite à néant par les preuves irréfutables présentées dans la salle d'audience. L'accusation a présenté à la cour les journaux personnels du chef trouvés dans son bureau lors de la perquisition. Dans ces documents, il décrivait en détail, avec un plaisir sadique, les méthodes d'effondrement psychologique de chaque victime, les qualifiant de matériel d'expérimentation. Mais la preuve la plus terrifiante a été la vidéo saisie à partir des caméras de surveillance du sanctuaire. Le jury n'a pas vu de pratiques spirituelles, mais des scènes de brutalité, d'humiliation et de privation de nourriture. Lorsque les images de Vance frappant personnellement Sherry Green avec un bâton pour obéissance insuffisante sont apparues à l'écran, la salle est restée silencieuse. Le verdict est annoncé le 20 février 2016. Le juge, ne cachant pas son dégoût, lit la sentence « Prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle plus 40 ans pour organisation d'une bande criminelle et enlèvement ». Silas Vance a accueilli le verdict en riant, disant que les murs de la prison ne pourraient pas retenir son esprit, mais les gardes l'ont rudement escorté hors de la salle, mettant fin à l'histoire du prophète. Le procès de Karen Williams, qui a débuté en mars, a été beaucoup plus compliqué et dramatique. Sa défense a choisi la stratégie de la victime des circonstances. Les avocats ont insisté sur le fait que Karen était elle-même victime d'un lavage de cerveau, qu'elle agissait sous l'influence de substances psychotropes et des suggestions hypnotiques de Vance. Ils ont dressé le portrait d'une femme faible, intimidée, qui ne suivait les ordres que par crainte pour sa propre vie. Cette tactique a commencé à fonctionner. Certains jurés ont hoché la tête avec sympathie en regardant la frêle silhouette de l'accusé, qui pleurait sans cesse et tenait un mouchoir à la main. Le tournant s'est produit lors du contre-interrogatoire. Le procureur de la République, se rendant compte que l'affaire était en train de s'effondrer, a décidé d'aller jusqu'au bout.
Il s'est approché de Karen et a placé devant elle la photo de téléphone qu'il avait trouvée dans la benne à ordures. La photo représentait une rose épuisée dans sa tombe, avec une Karen souriante derrière elle tenant une pelle. « Mademoiselle Williams ?» a demandé le procureur en la regardant dans les yeux. « Lorsque vous avez pris cette photo, pleuriez-vous? Aviez-vous peur de Silas? Ou aviez-vous l'impression de faire quelque chose de bien ?» À ce moment-là, le masque de la victime est tombé. Karen a cessé de sangloter. Elle s'est redressée, le regard froid et dur comme l'acier. Elle regarde la photo de son ami mort, non pas avec horreur, mais avec une sorte de tendresse et de fierté maladive. « Je n'ai pas eu peur », dit-elle clairement dans le silence absolu de la pièce. « Je me suis sentie fière. Je la sauvais. Rose était faible, accrochée à son ego insignifiant. Je lui ai donné une chance de faire partie de l'éternité. J'étais son guide. C'était un acte d'amour suprême. » Ces mots sont tombés comme un couperet. Le jury, qui était prêt à l'acquitter quelques instants auparavant, a reculé. Dans les yeux de Karen, il ne voit pas de remords, mais une dévotion fanatique aux idées du tueur. Elle n'était pas une victime, mais un bourreau idéologique. Le verdict est unanime. Coupable de meurtre au premier degré, d'enlèvement et de torture. Le juge a condamné Karen Williams à la prison à vie. Lorsqu'elle a été conduite hors de la salle d'audience, elle n'a pas regardé ses parents qui pleuraient au premier rang. Elle a cherché Sherry Green, mais elle n'était pas dans la salle. Sherry Green n'était pas présente à l'annonce du verdict. Après sa sortie de l'hôpital, elle retourne chez ses parents dans une banlieue tranquille. Ses blessures physiques sont guéries, mais les cicatrices de son âme restent à jamais. Elle a suivi un long et douloureux programme de rééducation, réapprenant à faire confiance aux gens et à dormir sans lumière. Sherry ne fait plus jamais de randonnée. La seule vue d'un parc urbain provoque chez elle des crises de panique. Elle mène une vie protégée, essayant d'effacer l'année qu'elle a passée en enfer. Mais chaque nuit, dans ses rêves, elle revoit la camionnette rouillée et le sourire de sa meilleure amie. Aujourd'hui, des années après la tragédie, dans la salle d'épreuves de la police de l'État de Virginie, sur une étagère sous la lettre B, se trouve un petit sac transparent étiqueté « Exhibit 489 », pièce à conviction 489. À l'intérieur se trouve un smartphone iPhone 5 blanc dans un étui en silicone. La batterie est morte depuis longtemps et l'écran reste noir et froid. Mais tous ceux qui prennent ce paquet savent quelle horreur se cache dans sa mémoire numérique. Ce téléphone est devenu le témoin muet d'une trahison qui a coûté la vie à une femme et détruit le destin d'une autre. Et loin d'ici, sur la crête de Cove Mountain, le vent continue de fouetter entre les rochers acérés de Dragon's Tooth. Les touristes grimpent à nouveau au sommet, prennent des selfies face au coucher de soleil et rient, ignorant ce qui se cache dans les ombres épaisses en dessous. La forêt de Jefferson conserve sa beauté majestueuse, mais pour ceux qui connaissent l'histoire de Rose, Sherry et Karen, ces vues sont à jamais entachées de sang et d'un secret qui se cache dans les fourrés depuis un an. Et bien que les coupables aient été punis et l'affaire classée, il semble parfois que les échos des pas de ceux qui ne sont jamais rentrés chez eux errent encore parmi les vieux arbres, nous rappelant que les monstres les plus sombres ne se trouvent pas dans les bois, mais dans l'âme des gens.